Il y a une chose qui est simple, hein. C'est que tous les Africains, toute la classe ouvrière africaine, le prolétariat, doit atteindre un niveau de conscience qui lui permet de savoir que le contre-pouvoir principal, c'est la rue. Donc, on doit arriver à un niveau en Afrique où il y a ceux qui nous gouvernent et ceux qui résistent. Ceux qui résistent n'ont que la rue pour exprimer leur résistance. Parce que ce qui nous tue encore en Afrique, c'est qu'il y a ceux qui nous gouvernent et en bas d'eux, ce sont les partis politiques. C'est du bullshit. C'est ça le problème que nous avons en Afrique. Les partis politiques. Les partis politiques ne renversent pas les dictatures. Il faut que le peuple arrive au niveau de conscience où on sait qu'après ce qui nous dirige, c'est la rue. Donc, chaque fois, quand il y a une chose qui ne va pas, s'il y a une loi qu'on veut faire passer ou qu'ils veulent faire passer et que nous ne voulons pas, il faut déjà que le citoyen ait un réflexe que dès que ça commence, c'est dans la rue. C'est dans la rue. C'est comme ça que tous les pays qui nous dominent se gouvernent. Tous ces pays-là, c'est comme ça que ces pays se gouvernent. Tous ces pays sont passés d'abord par ce genre de révolution. Les gens vivent en France, aux États-Unis, un peu partout là-bas, en Russie, un peu. Ils ne regardent, ils ne cherchent pas à comprendre l'histoire de ces pays-là. Ils se contentent de recevoir des aides pour manger les croissants et boire du chocolat chaud. Non. Tous ces pays qui nous dominent là sont passés par là. Et si nous refusons de voir ces réalités et croyons que nous pouvons faire les choses différemment, nous nous trompons. C'est gravement. C'est ce qui gouverne et la rue, c'est comme ça. Les histoires qu'on nous propose que partis politiques, tout ça là, ça, c'est ça qui endort les Africains jusqu'à présent. Parce que les Africains attendent que les partis politiques fassent ce travail-là. Or, le problème avec les partis politiques, c'est qu'ils peuvent même vouloir renverser la dictature. Mais ils ont quels moyens? Et très souvent, ils finissent par s'asseoir à la table du pouvoir. Et dès qu'ils sont assis à la table du pouvoir, ils reviennent faire comme s'ils sont toujours avec vous. Mais c'est encore eux qui piétinent toutes vos actions. Donc, c'est ça le vrai problème en Afrique, les gars. C'est ça le vrai problème. Au Gabon, il y avait le PDG au pouvoir avec des bongos. Les opposants on a multiplié l'opposition depuis les années 90 jusqu'en 2025. On a maté l'opposition. Le Cameroun même s'est même immiscé dans les trucs. Aller installer Ali Bongo au pouvoir. Ali Bongo est même revenu aux élections. Il a perdu. On a maté les gens en 2016. En 2025, l'opposition s'est même réunie qu'on se mette tous ensemble. Ils ont gagné. Mais est-ce qu'ils ont pris le pouvoir au Gabon? Non. Ils n'ont pas pris le pouvoir au Gabon malgré tout, malgré qu'ils se sont tous mis ensemble. On dit que, ailleurs, on dit que c'est parce qu'ils ne sont pas ensemble, ils sont séparés. Non. Au Gabon, ils se sont tous mis ensemble. Mais est-ce qu'ils ont pris le pouvoir? Non. Ça doit nous servir de leçon. Il a suffi qu'un petit rappeur, au nom de Lingin Gema, qui était proche de Bongo, appelle ses amis et disent que, ok, il ne sait pas, la feuille de route qu'on lui a donnée depuis l'Élysée là-bas, peut-être qu'on lui a dit, on s'est même entendu avec Ali et tout ça, on a dit, ok, voilà par quoi vous allez passer. Mais après, vous serez tranquille. Mais votre pouvoir est terminé. Et Olingi Nguema a fait ce qu'il a fait. Bon, les Gabonais sont sortis, ils ont rempli les rues. Ils étaient contents, ils criaient. On leur a permis de remplir les rues parce
Parce qu'ils venaient maintenant légitimer une forfaiture. Mais quand ils veulent remplir les rues pour réclamer vraiment l'état de droit, on interdit. Mais quand ils ont rempli les rues pour dire que bravo Olingi, on leur a permis ça. Parce que là, on savait qu'on les avait induits en erreur, qu'ils venaient légitimer la forfaiture. Il faut qu'on sorte des histoires de partis politiques en Afrique. Écolo, c'est la même chose au Bénin. Quand des gens sont sortis pour dire on veut soutenir ce coup d'État, là, j'ai appris, on les a bastonnés. Il y a d'autres qui sont encore derrière les barreaux. Mais quand ils étaient sortis pour dire on veut soutenir le président Talon, c'est ça, là, on a montré à la télé partout. Hein, pour dire voilà, que les gens supportent, que les Béninois sont contre les coups d'État et tout. Dites seulement, aujourd'hui, là, c'est interdit les marches, mais quand c'est pour supporter le gouvernement, tu fais. C'est l'aliénation totale. Et nos frères sont dedans, hein, ils sont dans ça, ils sont à l'aise. Ils trouvent que c'est bien. Parce que nous ne sommes pas Pareil, même partout. Tous les pays d'Afrique, je crois que c'est la même chose. Ils veulent généraliser la bêtise, en fait. Ils veulent généraliser la connerie. Pourquoi on arrive au niveau Mon frère, il faut laisser. Les Américains se plaignent ici, là, aucun de nos il faut laisser. Pourquoi on arrive au niveau où on doit compter sur les partis politiques? Il faudrait d'abord que nous, en tant que peuple, que nous prenions le pouvoir, que nous réussissons à avoir un contrat social. Donc, quelque chose que même le plus grand dictateur ne pourra pas venir renverser. Et en ce moment, on pourra dire, OK, c'est le moment de laisser les partis politiques jouer le jeu. Parce qu'il y aura quand même une confiance dans les règles du jeu. Mais il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de confiance dans les règles du jeu. Tout ce qu'on fait en Afrique là, ce n'est qu'un passe-temps, c'est une distraction. C'est une télé-réalité. Oui, c'est une télé-réalité. C'est du bullshit. C'est du pur bullshit. Parce qu'on n'a pas la base. Il dit tous les pays là, allez regarder l'histoire de la révolution chinoise, révolution bolchevique, révolution française, révolution, tous les pays, y compris même le Venezuela qui est attaqué aujourd'hui là, y compris je sais pas quoi, même les Américains, allez regarder, ils n'ont pas commencé par les histoires de partis politiques, non, c'était pas ça. C'était beaucoup plus les organisations révolutionnaires. Le mouvement révolutionnaire, c'est le mouvement. Même les syndicats. Les syndicats, même quand on mettait le nom parti là, c'était juste pour le plan légal, mais pour accompagner la révolution. Et c'est quand ils ont réussi leur révolution qu'ils ont maintenant dit, OK, il peut avoir démocratie, puisqu'il y a maintenant, il y a une confiance dans les règles du jeu. On sait que voici les règles qui sont établies. Donc, on peut aller à ce jeu électoral-là. Mais nous, en Afrique, on veut violer les étapes. On laisse tout ça. On se met dans une histoire de démocratie. Qu'on nous a balancé ça comme ça, comme un parapluie, comme un parachutiste en 1990 à la boule. Oui, c'est pour nous contrôler. Qu'on nous fait croire qu'on est en démocratie, pour éviter tout mouvement révolutionnaire. On est comme ça en train de souffrir parce que Américains et Français s'étaient entendus sur une feuille de route. Ils ont envoyé un certain Mitterrand appeler tous les valets locaux pour leur parler. Ouais. Oh. Donc, Américains et Français s'étaient entendus. Ils ont écrit une feuille de route. Ils ont dit, OK, Mitterrand, appelle les valets là. Tu leur dis que voilà ce qu'ils doivent faire à partir d'aujourd'hui. Puisque le mur de Berlin est tombé. Donc, il y a le nouvel ordre mondial. Il est unipolaire. On domine le monde. Donc, appelle tous ces valets-là. Tu leur dis que voici ce qu'ils doivent faire. Mitterrand les a appelés, ils sont venus là, ils se sont assis comme en classe. Elle leur a dit que voici ce que vous devez faire maintenant. Vous devez aller organiser les élections, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Or, en même temps, le même Mitterrand a envoyé les spécialistes de la mairie de Paris avec des logiciels spécialisés dans le trucage des élections. Ils appliquaient la doctrine de guerre révolutionnaire. C'est la même France qui a envoyé la Légion réprimer les revendications au Gabon quand Omar Bongo devait tomber. C'est la même France qui a fait la guerre au Congo quand Sassou
est tombé pour le remettre au pouvoir. C'est la même France qui a fait la guerre au Bénin, même comme elle n'a pas réussi à l'époque avec le marxiste Mathieu Kérékou. C'est la même France qui, partout où on voulait même appliquer cette démocratie-là, la France a fait la guerre à ces pays-là. Au Tchad, au Niger, partout, au Cameroun. On a fait la guerre aux Camerounais pour maintenir Paul Biya. Donc, et les Africains n'ont pas compris que les gens nous disent qu'on doit faire quelque chose. Mais en même temps, ils mettent tout en place pour que ces choses ne se fassent pas. Mais nous continuons quand même à faire ça, en croyant qu'on aura un résultat. Mais la réalité, c'est que c'est que 35 ans après, quel est le bilan? Tout ce qu'on présente, c'est l'AES. Est-ce que l'AES, ce sont les élections? Donc, on est dans quoi alors? L'AES est comme ça dans la phase que je suis en train de parler, de dire depuis la phase que ces pays qui nous dominent là ont traversé. C'est dans cette phase-là que l'AES se trouve aujourd'hui. Mais quand l'AES aura traversé cette phase-là, elle va s'ouvrir aux élections. Mais elle ne peut pas s'ouvrir aux élections avant cette phase-là. Il faut d'abord que l'AES amène les citoyens de cette confédération-là, qui normalement ne devrait même plus être une confédération. Parce qu'il y a une lenteur dans ça. Elle devrait être une fédération à l'heure où nous parlons. Parce que jusqu'ici, on parle de l'AES. Mais quand tu les regardes parfois dans leurs décisions, il y a des moments où tu vois que quelqu'un tire la couverture de son côté. On a vu le Niger signer les accords avec l'Algérie pendant que l'Algérie était en train de punir le Mali. C'est des choses qui ne doivent pas arriver. Donc, même là, il y a une lenteur. Ils doivent passer en fédération. Comme ça, ils choisissent, comme ils choisissent le président des confédérations chaque fois là. Celui qu'on choisit là, il est le président de la fédération. Et les autres sont comme des gouverneurs de ces États-là, des deux autres États. Si c'est 3 ans, après 3 ans, on passe à un autre. Et celui qui était là, soit il fait passer son second, ou il se maintient jusqu'à ce qu'il stabilise la fédération. Et maintenant, ils peuvent passer aux élections. Et quand on passe aux élections, soit si le pouvoir va aller à un civil, mais que ce civil-là fonctionne avec les bases que la fédération a implantées. C'est ça, le truc, c'est que nous ne voulons pas passer par cette voie-là. On pense qu'on peut arriver. On ne va jamais arriver. J'utilise le mot jamais. Ça ne va jamais aboutir. Ni au Cameroun, ni au Congo, ni en Centrafrique, ni en Côte d'Ivoire, ni, je ne sais pas, au Ghana ou au Bénin. Ça ne va pas aboutir. C'est une obligation, c'est un passage obligatoire. J'ai dit tous les pays sont passés par là. Tous les pays qui nous dominent sont passés par là. Et si nous pensons que nous sommes différents, on se trompe. On doit passer par la case révolution. Le peuple doit prendre le pouvoir. Parce que le truc avec la révolution, c'est que c'est le peuple qui prend le pouvoir. Une fois que le peuple a vraiment pris le pouvoir, parce que c'est lui le souverain, c'est lui maintenant qui décide de comment est-ce qu'il veut être dirigé. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas nous qui décidons comment est-ce que nous devons être dirigés. Nous ne faisons que subir. C'est ça le truc. Donc, si on ne comprend pas que le contre-pouvoir principal, c'est la rue, on n'est même pas encore sorti. Je sais pas. On n'a même pas ouvert la fenêtre pour guetter ce qui se passe dehors. Non, on est encore dans l'obscurité. Le contre-pouvoir principal, c'est la rue. Tous ceux qui veulent le bien de l'Afrique devraient tenir ce discours-là. Que le contre-pouvoir principal, c'est la rue. Que c'est dans la rue que le peuple s'exprime. Même quand il a mis quelqu'un au pouvoir, il doit toujours continuer à s'exprimer dans la rue. Il doit toujours avoir la rue comme contre-pouvoir principal. Mais nous, nos discours, c'est que il faut soutenir tel parti, il faut soutenir tel leader, il faut soutenir tel machin. Depuis 35 ans, on fait la même chose. Hein. On fait la même chose depuis 35 ans.
Mais moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Puisque je sais déjà que ça n'a rien donné et que ça ne donnera rien. Il dit que même dans les pays où il y a eu un semblant, comme au Congo, Brazzaville, ça a coûté la vie à 500 000 personnes et plus. Juste parce qu'il y a eu un semblant, qu'il y a eu conférence nationale, on a mis Sassou Nguesso de côté, on a mis Pascal Lissouba. Rien qu'à cause de ça, ça a coûté la vie à plus de 500 000 Congolais. À Madagascar, il a fallu une résistance terrible. Les gens progressaient ville par ville et ils mettaient les barricades, ils bloquaient avec les arbres, les cailloux, tout ce qu'ils pouvaient trouver pour renverser une dictature. Quelqu'un qui a perdu les élections et qui refuse de quitter. Ils ont réussi. Mais après, ça a donné quoi? On a toujours réussi à les avoir. Parce qu'une fois, ils ont cru qu'ils avaient terminé leur travail et ils ont laissé leur terrain qui était la rue. La métropole a repris sa chose. Ils sont sortis des Yémen pour aller refaire la même chose. On a encore arraché leur révolution. On les a encore volé ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore atteint le niveau où ils doivent comprendre que la résistance, ce n'est pas quelque chose de temporaire, mais de permanent. Elle doit être permanente, la résistance. On peut citer quel pays? Au Sénégal, on parle de démocratie au Sénégal qui a alternance. Il n'y a jamais eu de démocratie au Sénégal. Je dis jamais. Ça va vous surprendre, mais il n'y a jamais eu. Tout ce qu'il y a eu au Sénégal, là, c'est juste des scénarios montés à la France africaine. Où chaque fois qu'il y a élection, la France s'assure que tous ceux qui vont discuter le pouvoir là, ils les contrôlent. Et ils utilisent le Sénégal comme vitrine. Mais une vitrine craquelée. On vous fait passer Macky Sall en remplacement comment on appelle, de White. On vous passe tel en remplacement de tel. Diomaye fait aujourd'hui en remplacement de Macky Sall. Mais, même type. Et le peuple pense qu'il réussit sa revendication, alors qu'il se fait tromper à tout moment. Pourquoi? Parce que dès qu'il les met là-bas, il partait s'asseoir. Non. On ne va pas réussir. On ne réussit pas comme ça. Tant qu'on ne comprend pas que la rue, ça doit être permanemment. Donc, ça doit être le contre-pouvoir principal. Donc, chaque fois qu'on constate que tu n'as pas fait exactement pour le travail pour lequel on t'a mis là-bas, directement, c'est la rue. On ne réfléchit même pas. Directement, on est dans la rue. Si tu veux, reprime comme tu penses. Reprime comme tu veux, comme tu peux. Mais tue-nous tous. Mais on sera seulement dans ces rues-là. Jusqu'à obtenir le vrai changement. Jusqu'à maintenir cette structure-là. Merci, Georgia. Écoute, désolé, il y a ma petite là, elle boit essence. De toute façon, elle a force là, donc je ne peux pas parler pour le moment, je t'écoute. Ok, oui. C'est cette partie-là que je voulais préciser. Parce qu'en Afrique, on se plaint, on débat, on raconte des choses, on analyse, on passe pour être des experts et tout ça. Colo, c'est un peu on n'a pas besoin d'être experts. Non, je t'assure, au fait, ce débat, c'est très bien d'ailleurs, on apprend beaucoup dedans. Et je t'assure, moi aujourd'hui, quand je vois ce que Trump fait, tu vas voir je ne sais pas si tu es abonné à des Américains, hein. Ils ont commencé aussi exactement ce qu'on fait là, des débats, ils se tapent dessus, analysent, ils sortent des livres, des théories. La dernière fois, il y a un qui allait jusqu'à parler de panafricanisme. Et moi, je lui ai dit, mais si tu savais que les premiers à parler même de panaméricanisme, c'était les Américains. C'est les années 1900. Et ils imitaient encore, ils disaient encore qu'il y a eu d'autres pays qui l'ont fait. Ils citaient même les Haïti et autres comme exemple.
Tu vois? Ensuite, il y a eu le pan-européanisme. C'est ça qui donne l'Union européenne qui finance nos institutions fortes en Afrique aujourd'hui et tout. Et là, il a fait, ah oui, voilà. Et je te dis, ils étalent des live et Trump est un terroriste. Ils le font. Donc, c'est une étape normale. Je pense que c'est une étape normale, l'étape où nous sommes. Peut-être qu'elle est trop bruyante, peut-être qu'elle est trop au truc là, mais je vois de plus en plus d'Américains faire des débats politiques. Étaler la photo, regardez, this is what you vote for. C'est ce qu'ils disent. Regardez ce pourquoi vous avez voté. Et là, ils disputent. On parle de Maduro. Ça se frappe dessus, s'insulte, ils se crient dessus. Tu vois? Ils tapent. Donc, je pense que c'est une étape. C'est une étape. Et que nous allons dépasser cela. Le fait même de discuter ensemble comme ça, c'est déjà une forme d'unité que nous faisons. Unité idéologique. Et chacun amène pour lui et on met les choses ensemble. Personne ne sait d'où le héros va sortir. Parfois, le héros vient de l'État, de la tête. Et parfois, le héros vient du peuple. Ça dépend. Tu vois, ce n'est pas le peuple qui s'est levé pour aller s'asseoir au trône, au truc là, en Chine. En Chine, tu vois, mais c'est Mao qui a fait le jeu. Mais dans d'autres pays, là, par exemple, Ibeka, il a été dégagé par le peuple. La révolution peut venir d'un côté ou de l'autre. Mais continuons la prise de l'éveil de conscience que nous faisons. Et je pense que, ouais, ça, on ne sait jamais d'où ça va venir, quoi. Merci, Sophie. Oui. Tu sais pourquoi Ibrahim Traoré est encore au pouvoir au Burkina Faso jusqu'aujourd'hui? C'est les Burkinabés qui font le travail. Voilà. Et pourquoi les Burkinabés font le travail? Mais parce qu'ils ont déjà atteint le niveau de conscience dont je parle. C'est parce que Thomas Sankara avait déjà fait le travail. Thomas Sankara avait déjà fait ce travail que je dis que nous devons passer par cette case-là. Il avait déjà fait cette révolution-là, comme les Mao avaient fait en Chine. Avant que Deng Xiaoping vienne maintenant passer à la seconde phase. Si Mao n'avait pas fait le travail qu'il avait fait, Deng Xiaoping n'aurait pas pu réussir. Il n'aurait pas pu. Les géopolitologues, quand ils analysent, ils ne disent pas cette vérité-là. Oui. Ils vont présenter Deng Xiaoping comme celui qui a développé économiquement la Chine et tout ça. Il a sorti les villes stratégiques, il a sorti ceci. Mais la réalité, c'est que si Deng Xiaoping n'avait pas fait, si Mao n'avait pas fait le travail révolutionnaire qu'il avait fait, Deng Xiaoping n'aurait pas pu. D'ailleurs que c'est quand même deux personnes qui se connaissaient assez, qui, même si au départ, il y avait des divergences, mais en réalité, ils avaient tous quelque chose en commun, le bien-être des Chinois. Donc, l'un avait compris qu'il fallait passer par cette révolution prolétarienne-là. Et il a réussi à imposer la dictature du prolétariat en Chine. Et c'est ça qui a permis à Deng Xiaoping de venir faire ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que les Chinois avaient déjà atteint ce niveau de conscience-là, avec le travail que Mao avait fait. Au Burkina Faso, Thomas Sankara avait fait, en 3 ans seulement, il avait réussi à faire quelque chose que, même si Compaoré a tout fait pour détruire ça, c'est resté. C'est pour ça qu'en 2014, ils étaient capables d'être 2 millions dans les rues à Ouagadougou pour dire à Compaoré que trop c'est trop. Et c'est pour ça que quand Kaboré a coupé l'électricité et l'Internet, quand ils se sont fait tirer dessus par l'armée française, parce qu'ils avaient bloqué le convoi français qui allait au Niger, ils ont dit à Kaboré que tu as exagéré. La France a compris que les Burkinabés devaient reprendre la révolution. La France a renversé Kaboré, a pris l'avance sur les Burkinabés, a renversé Kaboré pour mettre le salopard de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Mais sauf que la duperie n'a pas duré. Les Burkinabés ne sont pas dupes. Ça n'a pas duré. Ils ont très vite compris que Damiba c'était un con. Et qu'il fallait finir avec lui. Heureusement que Ibrahim Traoré a lu. Il a compris que le peuple était en train de chercher à faire quelque chose, mais qu'il était encore un peu étouffé. Il réfléchissait comment bien faire ça. Il leur a dit, ok, puisque vous cherchez à faire ça, puisque je comprends que vous voulez rétablir cet ordre-là, je vais vous aider.
Je ne vais même pas laisser le temps que vous sortez, que vous fassiez tirer dessus. Je vais vous aider. Donc c'est là où il sort maintenant, il prend, il dit que ok, j'ai pris. Protégé alors. C'est ce qui s'est passé, oui ou non? C'est ça. C'est là où il prend, il dit que j'ai pris, protégé alors. Ils ont protégé. Il a dit ok, maintenant c'est votre pouvoir. Moi je serai fermement le guide. La réalité c'est que Ibrahim Traoré n'invente pas grand chose au Burkina Faso. Il suit seulement la base. Il suit sa base qui avait été laissée par Thomas Sankara. Il s'inspire de cette base-là. Et il voit là où là où Thomas Sankara n'avait pas bien fait, il rectifie. En tout cas, quand je dis bien fait, les erreurs, quoi, genre, parce que Thomas Sankara, le problème avec lui, c'est qu'il y avait beaucoup de contre-révolutionnaires et qu'il refusait de mater. Traoré, lui, il a lu ça. Il a lu tous ces livres-là. Dans ses discours, il ressort les mêmes lectures que j'ai fait ici. Donc, ce qui veut dire qu'il a bien lu tous ces livres-là. Il s'est inspiré dessus pour comprendre que non, ici, il faut plus laisser passer ça. C'est pour ça qu'il a mis sur pied toutes les lois qu'il a mis au Burkina Faso avec les Burkinabés qui peuvent se comporter n'importe comment, pensant que qu'une liberté d'expression veut dire libertinage. Non, la liberté d'expression, là, elle doit être, ça, c'est jusqu'à un certain niveau. C'est pas parce qu'on dit de démocratie que vous allez vous lever, commencer à raconter n'importe quoi qui peut mettre l'État, qui peut mettre le pays en danger. Non, on arrête ça très vite. Donc, quand un ministre sort là, parce qu'il a un rang de ministre, ou même un général, parce qu'il pense qu'il est grand et qu'il peut dire ce qu'il pense être bien pour lui et non pour le peuple. On lui donne l'arme, on le met en première ligne au front. C'est normal. C'est ça la révolution. Or, dans le cas du Mali, le peuple a été piloté par quelqu'un. Le peuple a été piloté par quelqu'un. On le sait tous, Ousmane Diko. Mais c'est Ousmane Diko là, après est devenu plutôt l'ennemi du peuple. Mais heureusement que Assimi Goïta, qui comprenait bien les souffrances de ce peuple-là, quand il a compris que le gars, qu'après la révolution, après la contestation, c'est même pas la révolution, la contestation, parce que ça c'est pas la révolution, ça c'est la contestation. Qu'après la contestation, après la révolte, le gars qu'on a mis au pouvoir, c'était un peu le style Henri Damiba. Assimi Goïta l'a mis de côté et a pris le pouvoir pour maintenant dire au peuple que ok, vous ne pouvez pas avoir fait tout ce que vous avez fait là. Et puis moi qui connais votre souffrance, moi qui ai été au front, je reste là juste et je vous regarde. Donc, quand on regarde les trois cas, par exemple au Niger, est-ce que c'est le peuple qui a renversé Mohamed Bazoum? Non. C'est la même personne même qui empêchait qu'on renverse Mohamed Bazoum, qui l'a renversé. Pour ceux qui ne savent pas, le général Tchani, à 3 reprises, avait empêché qu'on renverse Mohamed Bazoum. J'ai dit à 3 reprises. Mais à la fin... Ça, c'est un bon béret. Ça, je ne savais pas. Raconte-moi. Si, c'est vrai. Ah, ça, c'est un bon béret. Je ne connaissais pas ce béret-là. C'est une réalité. Donc, c'est après, quand on s'était rendu compte que j'étais en train de protéger quelqu'un qui risque de tous nous faire éliminer, il a dit, mais si au Burkina, ça a pris, au Mali, ça a pris, et ce sont mes frontières, comment est-ce que je peux rester là comme ça, à continuer à servir la métropole, alors qu'en réalité, je peux devenir un héros pour mon peuple. C'est là où il a envoyé